bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à la librairie Terra Nova. Ce soir, on a la chance d'accueillir Neptisware qui vient présenter le livre qu'elle a dirigé et traduit pour la version française qui s'appelle « Ceci n'est pas un atlas, la cartographie comme outil de lutte, 21 exemples à travers le monde ». C'est un ouvrage collectif du collectif Orango Tango Plus, qui a été publié en 2018 pour la version anglaise et qui vient d'être édité en français début 2023 par les éditions du commun. Américo va faire la modération de cette rencontre. Merci. La rencontre va être filmée par TV Bruit, qui sont ici, là. Quand on va prendre le moment de questions, c'est bien de parler dans les micros, c'est pour l'enregistrement. Après, si vous ne voulez pas que votre question soit enregistrée, vous pouvez parler hors micro, il n'y a pas de problème, c'est aussi possible. Et la dernière chose qu'il fallait que je vous dise, c'est qu'il y a en vente des cartes qui ont été... C'est une actualisation du site Toulouse sous surveillance. Toulouse sur surveillance, c'est ça ? .net, et donc elles ont été faites en 2021 et là elles viennent d'être réimprimées et elles sont sur la table là si vous voulez en prendre à la sortie, les regarder. C'est tout à fait possible. Voilà. Bonne rencontre. Eh ben, moi aussi, je suis très content d'être là. Je suis très content de pouvoir commencer et tenter de modérer donc, cette rencontre. On va vraiment essayer de partir une demi-heure sur une présentation, ensuite sur les questions. On va évidemment parler cartographie et pratique de la cartographie. Et du coup, on va commencer par ça. La cartographie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à la fois comment, qu'est-ce que c'est, quoi, comment toi tu travailles ça et quels problèmes tu trouves dans cette cartographie qui nous accompagne partout aujourd'hui. On a donc une carte là pour pouvoir éviter les caméras à Toulouse. Qu'est-ce que, voilà, pour toi, comment est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire-là de la carte ? Tout d'abord, merci de me permettre de vous parler de cartographie ce soir. En fait, je suis historienne, je ne suis pas du tout cartographe, donc ça commence assez mal. mais disons, mon travail de recherche a porté sur le concept d'ingénierie sociale, développé dans l'entre-deux-guerres par un philosophe, Otto Neurath, et l'idée c'était d'amener la société civile à coopérer avec les expertes et experts pour conseiller les politiques publiques. Et j'en suis venue à l'isotype, qui est une méthode de représentation de données statistiques à l'adresse du grand public. Et par là aussi à la cartographie. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils d'empouvoirment, comme on dit, de la société civile. Parce que la carte, elle a toujours été l'outil du pouvoir. Elle a servi à pérenniser une certaine vision du monde. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être aussi, quand elle était prise en main par la société civile, par des groupes qui avaient une cause à défendre, elle pouvait leur servir d'outil de preuve. Ça, c'est un des points de naissance de la contre-cartographie, ce qu'on appelle contre-cartographie. Ce sont, dans les années 60, dit-on, les années 60-70, des descendants les Marrones, qui sont des descendants d'esclaves qui ont fui l'esclavage au Brésil, qui se sont réfugiés dans les forêts, qui vivaient un peu à l'abri aussi, et qui ont pu faire valoir leurs droits au moment où le Brésil s'est doté d'une constitution. Je crois que c'est en 1988, si je ne m'abuse. Ont fait valoir leurs droits sur leur territoire. Alors je dis territoire, pourquoi ? Parce que devant un tribunal, on parlera de territoire, d'une zone bien délimitée sur la carte. Et nous, en Occident, nous avons imposé cette façon de faire des cartes, c'est-à-dire des cartes qui seraient la preuve d'une possession, d'une répartition des terres. En fait, moi j'oppose violemment les notions de territoire et d'espace. Mais comme on le sait, chaque géographe... on aura une définition différente. Le territoire, c'est ce que vous pouvez représenter par des traits sur une carte.
l'espace, c'est ce que vous vivez. Et le plus bel exemple du problème que ces conceptions posent, c'est qu'une rivière, par exemple, on la conçoit comme une frontière entre deux territoires. Et en fait, une rivière, c'est un espace d'échange. C'est là où il y a les plus grands échanges économiques. Donc, on voit que cette conception des limites, qui est celle qui prévaut en géographie, elle pose de nombreux problèmes, surtout quand on traitera d'espaces habités par des cultures qui ont une autre acception de l'espace, pour lesquelles on ne va pas mesurer les distances d'un point à un autre, on ne va pas tracer des traits sur la carte, mais on va vivre cet espace dans lequel on a des échanges, du commerce, qui est un terrain de chasse, de culture, de cueillette dans la forêt. Voilà, donc tout cela est bien compliqué. Et le drame de la carte, arrête-moi si je suis trop bavarde, mais je t'ai prévenu, le drame de la carte, c'est que nous, occidentales et occidentaux, nous avons imposé la forme de la carte au monde entier. Donc, elle commence au début, je pense que vous avez une image, voilà. Elle est très utile, la carte, au début. En haut, vous avez la carte de Bedolina, qui est en Italie, qui est un pétroglyphe. C'est une carte gravée sur un rocher au-dessus d'une vallée. Et elle montre comment on dit, des cheptels, elle montre des granges, elle montre des parcelles cultivées. On ne sait pas pourquoi elle a été réalisée, c'est au 1er millénaire avant Jésus-Christ, mais la carte, elle a servi à ça. L'être humain a un besoin énorme de se représenter l'univers dans lequel, l'environnement dans lequel il se déplace et de le voir d'en haut. On a ce grand besoin en nous et aujourd'hui, on a la technologie qui nous permet d'avoir ces images. À l'époque déjà, donc il y a fort longtemps, on le faisait déjà. On ne sait pas trop pourquoi, probablement pour des raisons cadastrales. On a réalisé ce type de carte. La carte, on sait qu'elle sert à se déplacer. Et aujourd'hui encore, elle a juste changé de forme. Il faut savoir que la plupart des cartes ont disparu. J'étais la semaine dernière en Bretagne sur la côte et je voyais 2 personnes en train de dessiner une carte dans le sable. Et elles étaient en train de faire ce qu'on a toujours fait. La carte, elle est pratique, elle nous sert à nous déplacer et après on la jette. Donc nous, on connaît les cartes anciennes par les portulans, ces très belles cartes ornées avec des lignes de rhumbe qui permettent de garder le cap d'une côte à l'autre. Mais c'était des cartes d'ornement. Ces cartes-là, elles étaient mises dans des coffres. Il ne faut pas imaginer les marins qui la roulent le soir et qu'elles se soient conservées jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai tellement de choses à dire que j'ai l'impression de partir dans tous les sens. Mais bon, donc la carte, elle est utile, elle nous sert. Et en Occident, on l'a transformée. On a transformé ces cartes d'ornement qui ont servi à asseoir notre pouvoir colonial pontifical. Le monde, si au Brésil on parle portugais, c'est tout simplement parce qu'à un moment donné, on a tracé une ligne qui séparait le monde lusophone du monde hispanophone. Et c'était tout. Il y avait déjà des cartes en jeu. Et nous, en Occident, on dit qu'à partir des traités de Westphalie, c'est le 15e, si je ne m'abuse, on a cette notion de la limite qu'on va pouvoir dessiner sur la carte en tête et elle va s'imposer partout. Donc cette vision occidentale de la carte, c'est celle qui s'est répandue à travers le monde et qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à s'en défaire. Et là, vous avez donc cette carte de Bedolina, qui est une simple carte de localisation. Et à côté, vous avez quelque chose bien postérieur. C'est une carte T dans l'eau. Et moi, je dis toujours, c'est une carte scientifique. On est déjà dans la carte scientifique, elle est schématique, ce que sont toutes les cartes, mais celle-ci, elle correspond à l'état de la connaissance du monde. Celle-là, c'est 623. On ne connaît pas les Amériques, on s'imagine qu'il y a 3 continents, qu'ils sont entourés d'une mer, grande mer primaire, séparée par des petites mers secondaires. Et ça correspond à l'état de la science à ce moment-là. Et après, je ne vous développe pas toute l'histoire, mais après vient la triangulation. Et en Occident, donc au 18e, on commence à trianguler. Donc c'est une règle mathématique qui veut que si vous avez 2 angles et une longueur, vous pouvez en déterminer l'autre longueur et donc déterminer les coordonnées d'un lieu. Et à partir de ce moment, la carte, elle devient la preuve scientifique du visage du monde. Cette carte T dans l'eau, elle nous semble fausse. Mais ce que nous, aujourd'hui, nous considérons comme le visage du monde, ce sera probablement faux aussi dans quelques millénaires. Et pour ça, il suffit de penser aux cartes satellites
les cartes satellites, on s'imagine qu'elles sont l'analogie de la surface du monde, et on oublie qu'elles sont nettoyées, que ce sont des captations d'ondes, que c'est un puzzle de petites images, et que c'est reconstitué de façon naturalisante. On va mettre la mer en bleu, les déserts en jaune, les forêts en vert. Et pour nous, cette carte, elle va produire un effet de réel. Donc, la seule image du monde que nous ayons, c'est en fait la carte. Et c'est tellement prégnant que nous pouvons même nous en passer. Et ça, je le montre toujours avec l'isotype. Si vous prenez les mots Amérique, Europe, Asie, et vous avez déjà une carte en tête. Parce que j'ai suivi l'ordre auquel nous sommes habitués ici en Occident, c'est-à-dire de nous placer au centre. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle le complexe de l'omphalos. Voilà, j'ai fait un long développement par l'histoire, je suis désolée. Mais c'est bien, tu es historienne, ça tombe bien. Bravo. Mais justement, tu parles de la carte, et moi, ça me renvoie à quelque chose aussi que j'ai vu dans le livre. C'est-à-dire, à la fois, c'est une représentation, c'est quelque chose qu'on regarde, c'est quelque chose qui existe pour dessiner le monde, etc. Mais c'est quelque chose qu'on fabrique. Et dans ces cartographies, alors tu parles de cartographie libre, cartographie radicale, contre-cartographie, j'aimerais bien qu'on en parle aussi à un moment. Mais il y a donc deux moments. Il y a ceux et celles qui fabriquent, il y a une volonté de faire une carte, et il y a une pratique de la fabrication de la carte, et il y a l'image de la carte qui sert de représentation et qui travaille aussi. Et voilà, j'aimerais bien que tu développes un peu ça, et notamment la question de la pratique que tu as déjà commencé. Et justement, quelle est cette pratique de cartographie libre, cartographie radicale, contre-cartographie ? D'accord. Alors, derrière toute carte, il y a une intention. Donc, ces cartes que nous connaissons, elles ont servi à asseoir une certaine image du monde et le pouvoir sous-jacent, c'est-à-dire c'est asseoir un discours hégémonique. La terre, le territoire, dans ce cas-là, appartient à telle puissance. Et on a énormément de mal à se défaire de ça. Et à partir des années 60, où on a commencé, où notamment la recherche aux États-Unis s'est intéressée au sujet. Et vous avez des grands noms. Vous avez William Bungay aux États-Unis dans les années 70. Vous avez David Harvey, pareil, des géographes fous, les géographes fous de la géographie, parce qu'ils étaient communistes. Et certains, Harvey a fini par faire chauffeur de taxi pour pouvoir vivre, et est parti vivre au Canada. Tout simplement parce qu'on leur reprochait d'utiliser la carte à des fins politiques. Et ces fins politiques, elles étaient toutes simples à nos yeux. C'est dénoncer le pouvoir nucléaire dans le monde. Après Hiroshima et Nagasaki, il y a des très belles cartes qu'on ne peut pas tout montrer, il y a beaucoup trop d'images. Bungay s'est travaillé avec Gwendolyn Warren à Détroit, donc une ville sinistrée où les Noirs vivent dans des conditions très précaires, et montrer la situation de la population noire. Tout ça, c'est extrêmement subversif. Et c'est là qu'émerge la cartographie, la contre-cartographie. Donc Nancy Peluso, une géographe, l'appelle contre-cartographie, counter-cartographie. Dans chaque pays, on l'appellera autrement. Moi, j'ai choisi cartographie radicale parce que, pour plein de raisons, c'est la même chose, mais cartographie radicale, ça veut dire revenir à la racine. Revenir à la racine, si vous êtes marxiste, ce sera revenir à l'être humain. Mais c'est surtout prendre conscience de tous les dispositifs sous-jacents à la confection des cartes. La carte, c'est un objet social, ça on peut en parler après, mais c'est surtout quelque chose qu'il faut questionner au moment de sa conception. Cette intention sous-jacente à la carte, les cartographes n'en sont pas forcément conscientes et conscients. Il faut se poser de la question de qui demande la carte, qui finance la carte, quelle institution, quel pouvoir est derrière. Vous, en tant que cartographe, quel outil, quelle sémiologie, donc quel langage allez-vous utiliser ? Vous êtes formé à l'université, on vous a appris un certain langage, qui est généralement celui de Bertin, de Jacques Bertin. Pourquoi ? C'est un outil de communication. L'idée, c'est de communiquer à l'international. Donc, vous avez différentes écoles qui ont développé certains langages, certaines sémiologies cartographiques qui s'internationalisent plus ou moins. Quand vous utilisez OpenStreetMap, vous utilisez des figurés, des éléments qui seront pareils sur la Terre entière, ce qui pose d'énormes questions, c'est-à-dire qui a développé ce langage, qui nourrit OpenStreetMap, des hommes occidentaux.
continue de nous donner une image du monde. Et ça, nous sommes en plein dedans, nous ne nous posons jamais la question. Mais en fait, moi, en tant que féministe, je vois partout les biais genrés dans la production des cartes, dans leur conception, mais aussi dans leur distribution et dans la publicité qu'il en est faite. Parce que la carte, on peut la faire. J'en fais énormément en atelier. Que deviennent ces cartes après ? Elles ont une autre fonction dans le cas des ateliers. Leur fonction, c'est de faire émerger une conscience. Parce que dans cette création, il y a non seulement cette liberté. Dans l'autre livre, celui qui précède « Ceci n'est pas un atlas », c'est « Cartographie radicale, exploration ». Là, j'explique comment tout cela fonctionne. Et votre liberté en tant que cartographe, elle va être énorme. Et il n'existe aucune carte qui soit objective. Vous pouvez adopter le langage le plus neutre, le plus international possible. Ce sera toujours chargé de votre totale subjectivité. Et après se pose donc la question de la réception de ces cartes. Si vous avez un pouvoir économique, moi je ne vous cache pas, j'ai publié ce premier livre sur la cartographie à la Découverte. La Découverte a été rachetée et à nouveau revendue par Monsieur Bolloré. Donc il n'interfère pas dans le fonctionnement de cette maison d'édition, mais les questions se posent quand même. Ce livre-ci paraît aux éditions du commun, donc une petite scope, un petit éditeur qui fait de la publication engagée. On a d'autres prémices. Toutes ces questions, il faut se les poser. Et nous, on est tellement noyés dans des infographies qui nous assaillent de partout. Là, j'interviendrai à Montmorillon le mois prochain. Et l'une des tables rondes porte sur les atlas. Est-ce que les atlas vont disparaître ? Les atlas destinés à la jeunesse ? Non. Je suis allée sur Amazon pour voir combien on offrait d'atlas à la vente en ce moment. Et c'est 420 atlas. Donc, 420 façons de voir le monde, pour X et X raisons. Donc, je prends souvent l'exemple des migrations. Vous pouvez présenter les migrations comme l'a fait Frontex à un moment et ne le fait plus. Ça ne m'a pas surprise. Frontex représentait la migration par des grosses flèches qui pointaient avec des têtes acérées sur l'Europe. D'énormes flèches. Et ça a circulé assez longtemps. À présent, sur le site de Frontex, on voit des points. C'est beaucoup plus honnête. Voilà. Donc, toutes ces images qui vont nous assailler, qui vont constituer notre paysage informationnel, nous ne les questionnons pas assez. Et c'est pour ça qu'il est intéressant, à un moment donné, de mettre nous-mêmes les mains à la pâte et de commencer à nous dire, ces cartes qu'on imagine qui sont faites par des spécialistes, par des gens formés, est-ce que nous ne pouvons pas aussi en faire? Pour faire quoi? Pour faire émerger une conscience. Et cette conscience, c'est à chaque fois, chaque atelier, c'est un émerveillement pour moi déjà, parce que je vois des gens qui ne se connaissent pas, qui se mettent ensemble, qui habitent un même quartier et qui vont se concerter pour faire un travail. Souvent, c'est très court, c'est 2 heures, concernant leur cadre de vie. Et là, on parle de la surveillance. Et j'étais à Marseille il y a 2 semaines. Et un groupe a fait une carte de la surveillance de Marseille, très simplifiée, en montrant un chemin alternatif pour aller de la gare à Notre-Dame-de-la-Garde, qui est un chemin extrêmement surveillé. Donc, ils sont partis de Google et de leur portable. Et ils ont trouvé un chemin où on n'était surveillé que par 9 caméras. Et la petite blague, c'était de dire, devant ces 9 caméras, vous ouvrez votre parapluie ou vous mettez votre masque. Voilà. Et donc, ces personnes se sont retrouvées sur une problématique qui les touchait elles-mêmes et qui touchait leur espace. Et c'est là qu'on en vient à l'espace. L'espace, c'est là où se déploie notre vie. Et en ce moment, par ces temps agités où beaucoup d'entre nous sont certainement dans la rue, j'y étais ce matin et j'étais très heureuse de voir énormément de jeunes personnes. L'espace, c'est quoi? C'est l'endroit où on voit, où on se fait voir, où on s'exprime. Et c'est ça qui est en jeu pour moi en ce moment en France. C'est qui a voix au chapitre, qui dit sa pensée, qui peut l'exprimer. Et ça va se faire idéalement dans l'espace. Si vous pensez aux luttes féministes, les féministes dans les années 70, elles manifestaient.
elles manifestaient, elles allaient déposer une gerbe auprès du soldat inconnu, etc., etc. Et donc l'espace, c'est ce que va représenter la carte. Et la contre-carte, elle va représenter l'espace dans des dimensions qui nous concernent, nous, et qui ne sont jamais l'objet de grandes recherches, qui ne sont pas dans les atlas, ni dans les documentaires d'ailleurs. C'est-à-dire, nous et l'espace, nous prenons conscience du fait qu'il est légitime pour nous d'agir sur cet espace dans lequel nous vivons, que nous avons des choses à en dire et que ce savoir, il est fondé. Il est fondé, il est nourri de notre expérience. Et c'est ce que permet ce type cette réappropriation se fait par la carte. Mais du coup, là, tu prends cet exemple-là de Marseille. Et là, il y a André Mesquita là, dans le livre qui dit à un moment que la cartographie, c'est des machines à penser et à agir. J'ai bien aimé cette idée-là parce que du coup, ça nous fait nous éloigner un petit peu de la carte objet, outil qu'on va utiliser et dans cette pratique. Et ce chemin donc, de la gare jusqu'à Notre-Dame de la Garde à Marseille, finalement, peut-être il n'a pas intérêt à être représenté parce que sinon, les fabricants de caméras, les poseurs de caméras, le pouvoir vient compléter, etc. Tout à fait. Et c'est ça qui m'a aussi profondément attiré là, dans ce travail-là, c'est de dire il y a justement un travail de prise de conscience, on commence à changer de regard, à changer de point de vue, et comment est-ce qu'on peut faire circuler ça ? C'est-à-dire, comment est-ce que ça se fabrique ? Comment est-ce que cette pratique, elle peut... sous quelle forme est-ce qu'on peut faire circuler ces informations-là ? Vous avez tous les cas de figure. Si on peut aller à l'image 12, on en saute quelques-unes. Non, 12, vas-y. Oui, celle-là. Non, reviens. C'est les images destinées aux ateliers. Alors, dans certains cas, il sera utile de montrer quelque chose qui est dans le vide des cartes, qui n'est jamais montré, ou dans le blanc des cartes. On a différents cas présentés dans le livre. Donc, ce sont des chercheuses et chercheurs qui ont travaillé avec des groupes locaux au Kenya, en Inde, au Bangladesh, pour montrer ce qu'on appelle les bidonvilles. Que nous n'appelons pas comme ça. Nous les appelons quartiers informels. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas juste des bidons empilés. Ce sont des quartiers dans lesquels vivent des milliers de gens qui se sont organisés, qui sont depuis des générations et des générations, et qui sont occultés par les cartes. Donc, c'est les gens du blanc des cartes. Il y a un chapitre dans l'autre livre qui traite aussi de l'invisibilisation des femmes. Je disais, OpenStreetMap est fait par les hommes. Pour des intérêts masculins, et les femmes en sont absentes. Elles sont absentes sur beaucoup d'autres plans dans le milieu de la cartographie. Le blanc des cartes, si vous le comblez, soudain vous faites apparaître ceci. Donc ça, c'est une carte du Bangladesh. C'est un quartier occulté dans lequel vivent des milliers de personnes, dans lesquels vous trouvez des écoles, des dispensaires, des mosquées, des commerces, des cinémas, etc. Et tout ça, si la municipalité, elle l'ignore, elle dit là, il n'y a rien. Ou alors, on a le cas du Kenya où la municipalité dit mais il y a une forêt, et sur les cartes officielles, c'est une forêt. Et là, des gens habitant ces quartiers ont fait elles-mêmes leurs cartes. Et ces cartes, elles montrent exactement l'emplacement de tout. Donc, c'est très conventionnel. C'est une carte de localisation. C'est d'ailleurs amusant de voir que pour représenter le symbole maison, on utilise une maison avec un toit apparemment tuilé, alors que ce sont des maisons à toit plat. Mais pourquoi ? Parce qu'on a l'idée de la carte occidentale en tête. Donc ces cartes sont réalisées par les gens et elles vont obliger les pouvoirs publics à prendre en compte l'existence de ces gens, à leur proposer des infrastructures, des canalisations, des toilettes publiques, etc., etc. Donc dans ce cas, il est très important que les gens montrent leur présence, que soudain, par la carte, elles arrivent à l'existence. Après, il y a les cas que tu évoques. Certaines populations n'ont pas envie d'être cartographiées et lors des ateliers, il faut toujours veiller à respecter la volonté des gens de ne pas être montrés, de ne pas être cités. Je pense aux favelas du Brésil où si vous montrez l'emplacement exact de certaines activités, les gens auront des problèmes. Donc c'est aux personnes de décider elles-mêmes si elles veulent être sur la carte ou non. Bien sûr, c'est un outil tellement puissant, il peut être mis entre la main, il a toujours été entre les mains des pouvoirs dominants. Il peut être utilisé par des groupes alternatifs, appelons ça comme ça, mais aussi pour la malveillance.
Et c'est vrai que savoir où sont placées les caméras de surveillance, ça vous permettra de vous déplacer en connaissance de cause. Tout le monde n'a pas envie d'être filmé, mais montrer... il y a un autre exemple où on montre l'histoire des squats. Il y a énormément de cartes numériques. Donc, on a ces cartes à main levée faites par qui semblent très, très, très enfantines, en fait, faites par des enfants, mais pas du tout. Moi, si je fais une carte, elle sera très peu différente de ça. Il y a ces cartes papier, il y a aussi des cartes numériques. Pourquoi ? Parce que les cartes numériques, elles peuvent circuler à travers le monde, elles peuvent être mises à jour. Et bien sûr, tout est en libre accès et tout le monde peut en profiter. Donc, une carte de l'histoire des squats à Berlin, elle a commencé à Berlin. On a montré les différents squats et leur évolution, et ça s'est étendu à l'Europe. Et certains habitantes et habitants de squats ont dit non, nous, on ne veut pas être sur la carte. Avec raison. Et il ne vaut mieux ne pas les repérer. Donc, c'est un simple outil. Ce n'est pas un outil magique. Hein. C'est un outil qui, selon qui s'en servira, produira ceci ou son inverse. Mais, du coup, ça nous amène vraiment à... Donc, le livre, là, c'est 21 exemples de cartographie, de contre-cartographie ou de cartographie libre. Et à chaque fois, c'est avec des personnes concernées, c'est à chaque fois dans une démarche particulière. Et ça pose, en tout cas à moi, ça me pose cette question de comment est-ce qu'on amène ça ? C'est-à-dire que finalement, quand même, à un moment, tu as parlé d'atelier, tu as parlé comment est-ce qu'on pratique ça ? Comment est-ce qu'on fait pour justement développer une attention, être vigilante à ces problèmes qui peuvent surgir, à des personnes qui peuvent avoir envie de tout montrer, d'autres qui veulent cacher, etc. Et comment est-ce qu'on arrive à plusieurs écrire et arriver à s'émanciper parfois du langage sémiotique qu'on a biberonné tout le temps, c'est-à-dire aussi on est biberonné à OpenStreetMap, à Google Maps, à toute une série de choses. Et bon, voilà, comment ça se passe concrètement, le travail avec les gens dans un atelier de cartographie et de cartographie de ce type, quoi. Alors, les exemples du livre correspondent à 20 expériences. Donc, dans le livre anglais, il y en a 40. Là, il y en a 21. On en a pris 19. J'en ai ajouté 2, l'un en Guyane et l'autre en Océanie. Ce sont des projets réalisés par des chercheuses et chercheurs avec des activistes sur le terrain. Donc, la visée était de montrer l'usage de l'espace, de dénoncer parfois. Vous avez des exemples de New York où un groupe d'activistes repère les friches. Et les friches, donc ces friches qui sont derrière des palissades, dans des quartiers parfois vulnérables, finiront par être la proie des promoteurs, seront vendus puisqu'ils n'utilisaient depuis des années et des années à des promoteurs pour un dollar symbolique. Et ce groupe repère les friches, en fait la publicité, en reconstitue l'historique et détermine qui a les droits sur ces endroits et accompagne des démarches de revendication auprès des autorités de New York pour que ces friches soient transformées en parcs, en jardins communautaires, etc. Vous avez d'autres groupes à San Francisco qui dénoncent la gentrification du centre de San Francisco, par exemple par Airbnb. Donc il y a des cartes qui corrèlent le nombre d'annonces Airbnb aux expulsions. Tout simplement. On sait très bien que Airbnb fait monter les prix, fait partir les gens qui n'ont pas les moyens de se les payer. Et c'est de préférence dans les centres historiques des vieilles villes, donc qui ont un très grand attrait touristique. Vous avez des cartes qui montrent la ville perçue par des sans-abri. On s'imagine que les sans-abri sont comme des lampadaires et des autos mal stationnés dans la ville, mais en fait, l'espace leur appartient comme à nous. Et de se mettre à leur place et de reporter sur une carte leur réflexion et leur expérience de la ville, ça change complètement notre regard. Et on a eu un atelier à Paris où des gens s'étaient penchés sur cet exemple-là. Et la question qui a émergé à la fin, mais nous les voyons, mais eux, ils nous voient nous aussi. Et soudain, c'était là. Et ça a tout changé. Donc, ce qui se passe lors des ateliers, c'est que
qu'est-ce que je constate ? Je constate qu'on a cette carte en tête, on a ces réflexes. C'est un réflexe humain, par exemple, de se situer au centre de la carte et de considérer tout le reste comme périphérique. Et même nos outils numériques sur nos portables, ils vont nous déplacer d'un centre à un centre dans un long couloir et nous ignorerons tout le reste. Et ce que je remarque en atelier, c'est et je me mets aussi je m'attribue aussi cette chose à développer, c'est avoir une approche graphique de nos représentations. Parce que dans nos têtes, nos idées sont ordonnées schématiquement. Et après, il faut transposer ça sur le papier. Et là, il y a peut-être des choses à désamorcer. Disons, il faut oser utiliser tout l'espace du papier, avoir un titre très grand, se poser les questions des couleurs, des formes. J'en parle aussi dans les ateliers, mais il y a des symboliques inhérentes aux formes que nous ignorons complètement. Frontex, en utilisant des flèches, ne l'ignore probablement pas. Mais nous, quand nous traçons une courbe, ce sera quelque chose de doux. Donc, je lisais Kandinsky dans le train, qui lui voit même des sensations dans les couleurs. La couleur jaune est acérée, la couleur bleue est calme, etc. Alors, développer des théories sur la symbolique des couleurs et des formes, c'est tellement culturel, c'est tellement situé comme regard que c'est un petit peu dangereux. Mais nous, posons-nous ces questions quand nous faisons un dessin. Osons être porteuses et porteurs d'un message. Et c'est ça qu'il faut apprendre, qu'on peut apprendre en atelier. C'est-à-dire se libérer de ces codes, plus ou moins. Comme dit, représenter les maisons avec des toits pointus, ça a sa raison d'être. On est toujours pris, et ça je le dis pour l'isotype, entre le prototype et le stéréotype. Si vous voulez faire une icône représentant les femmes, vous tomberez très très vite dans le stéréotype. La femme a des bijoux, elle est plus petite, elle a une jupe. Dans certaines cultures, la silhouette avec une jupe, ce sera celle d'un homme et pas celle d'une femme. Et donc vous serez coincé. Donc entre prototype et stéréotype. Et c'est pareil pour tout. Donc quelque part, il faut rester humble et se dire, je vais faire ce que je peux avec les moyens que j'ai. En atelier, je vois par exemple que si on met à la disposition des crayons fins, des crayons de couleur fin, les gens vont l'utiliser. Et après, la carte, elle sera très pâle. Alors, la dernière fois, je ne sais pas si c'est pour Terra Nova, mais j'ai dit, j'aimerais bien des gros crayons de couleur, comme on a en maternelle. Pourquoi ? Parce que votre carte, après, il y a des restitutions. Le public, il est à 2 mètres, et puis il faut qu'il puisse voir ce que vous avez fait. Des craies sont parfaites aussi. Donc, il y a toutes ces questions à se poser sur notre éducation, en fait. Notre éducation au graphisme, notre éducation au geste autorisé, s'autoriser le geste. Pour moi, le combat de ma vie, en tant qu'historienne et à présent en tant que porteuse de la généralisation de cet outil, c'est de se dire, mais tout est politique. Pourquoi ? Parce que politique, c'est police avec un S. Et la police, c'est la société. Et nous... le capitalisme nous a tellement fait croire qu'il suffisait de pourvoir à notre bonheur pour pourvoir au bonheur général, que ça se faisait par magie, comme comme chez les fourmis ou chez les abeilles, et pas du tout. C'est une façon d'occulter l'être ensemble et celui qui fait société. Et faire société, c'est se poser la question du bien-être général. Et avoir des outils à sa disposition que l'on va partager et qui vont être porteurs d'une lutte, ça semble quelque chose de tout à fait subversif, surtout ici, aujourd'hui, en France, où déclarer votre avis et manifester pour vos droits, ça semble déjà une atteinte à la sécurité du pays, alors que ce n'est pas ça. C'est notre espace, c'est à nous de le dire, et il y a des outils que nous pouvons nous approprier facilement et qui ont tellement d'effets bénéfiques que ce serait dommage de s'en priver. Alors bien sûr, ces cartes sont des cartes faites par des laïcs, comment on dit, des amateurs, des amatrices et amateurs, et très souvent, on ne va pas faire de livre de votre carte, mais on peut les exposer, on peut les montrer, on peut travailler dessus, on peut les produire devant des tribunaux.
elles ne sont pas destinées à être faites, même si ça va générer cet esprit commun qui vous encouragera à la lutte, mais elles peuvent aussi se disséminer, elles peuvent être vues et surtout elles peuvent encourager d'autres productions. Alors, moi, j'ai d'autres questions, mais peut-être commencer à laisser de la place à vous qui êtes là, si vous avez des questions, si vous avez envie de précision, de poser une question. Et normalement, il y a un micro qui tourne. Voilà, super, génial. Qui va arriver là, je crois. Non, pardon. Je croyais que c'était pour pas que tu levais la main. C'était là. Je voulais savoir, merci pour votre intervention, je le redis pour la vidéo. Mais je voulais savoir, justement, parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi des tentatives en fait, de récupération des formes de cartographie de lutte par le système aussi, oppresseur. Et du coup, je voulais avoir votre regard là-dessus, s'il vous plaît. Oui, ça me fait penser à ce que j'ai remarqué depuis un certain temps, c'est les publicités qui utilisent tout le langage cartographique des manifestants et des luttes, avec des affiches, avec des lettrines pseudo-peintes à la main, etc. Bien sûr, mais tout se fait récupérer, bien sûr. Après, moi, j'observe plutôt une tendance inverse. Et comme on a des outils qui nous permettent de nettoyer toutes nos productions, j'ai rencontré quelquefois des personnes bien intentionnées qui recueillaient la parole des gens, et ça dans tous les types de conflits ou de luttes, et la transformaient pour avoir un design propre, pour que graphiquement ça puisse être imprimé, que ce soit parfait, etc. Et quelque part, c'était faire disparaître la parole des gens. Soudain, tout était passé à la normée, passé à la moulinette de nos outils d'Illustrator, etc. Et j'observe plutôt ça. Après, récupérer, bien sûr, on est à une ère à une ère orwellienne, où les mots veulent dire leur contraire et où les images peuvent signifier leur contraire. Oui, bien sûr, tout à fait. Le risque est là, toujours. Peut-être à distance. Vous m'entendez ? Très bien. C'est une réponse à ça. En fait, dans le livre, il y a un des exemples qui est un exemple de cartographie participative en Malaisie. Donc, l'idée, c'est que des peuples autochtones cartographient leur territoire pour le réclamer ensuite devant les tribunaux. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à un de ces ateliers et de voir un peu comment les gens se saisissaient de la cartographie. Et c'est des ateliers qui sont subventionnés par Google et qui c'est un peu du map washing, je sais pas si on peut dire comme ça. Donc, ça, je vais peut-être prendre la parole. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est Aude Vidal qui a parlé, qui est anthropologue, qui a travaillé en Malaisie et qui nous a confié une de ses contributions. Bien sûr, mais si vous vous penchez sur la recherche en sciences humaines ou en sciences dures, vous pouvez avoir des projets écologiques financés par Total, etc., des masters financés par Total. Donc il n'y a aucune raison que la carte échappe à ça. Voilà, donc Aude a travaillé. Donc voilà, ça c'est un exemple typique de ces recherches qui se sont faites depuis les années 80. Des chercheuses et chercheurs travaillent avec des personnes qui ont quelque chose à défendre. Ici, si vous êtes un petit village au milieu d'une réserve naturelle, vos droits à la chasse, à la pêche, tout simplement à l'agriculture vont être amputés. On vous empêchera de vivre. Et donc, il s'agit de faire les cartes avec ces populations, éventuellement de les envoyer sur le terrain avec des GPS. Pourquoi ? Pour pouvoir localiser précisément toute cette information à la racine, la transformer en cartes qui, elles, pourront être lues, jugées et servir dans d'autres contextes. Donc ça, c'est un cas général. Et ce que ça fait émerger chez les gens, donc là on a plusieurs cas, on a aussi les Philippines évoquées dans ce livre, les gens prennent conscience de ce qui leur arrive.
du fait que ce n'est pas normal, que cela vaut la peine d'en parler, que cela peut être un objet de recherche même, et ça va faire émerger un sens, un sens de la communauté et de la lutte commune. Et en ça sera toujours bénéfique. Mais oui, avec ces réserves, oui. Oui, puisqu'on parle de cartes, on pourrait parler d'échelle. Et donc, moi, j'ai une question par rapport... bon, il y a des exemples, notamment en Amérique du Sud, de choses dont vous parlez. Mais il y a aussi, je dirais, une cartographie qui permet de voir je dirais, en voyant des territoires plus grands. J'ai un exemple, parce que ça vient de m'être envoyé aujourd'hui, en Colombie, dans le Boyacá, donc une zone où il y a de plus en plus d'ouverture de mines. On recherche, c'est une zone riche en minerais, mais très riche sur le plan agricole, au nord de Bogota. Et donc, il y a des cartes qui sont faites qui permettent de voir toutes les concessions qui ont été faites pour pouvoir éventuellement développer des mines. Et donc là, on a un exemple de carte qui est fait avec des techniques très élaborées, qui va permettre de prendre conscience aux gens du territoire de ce qui n'est pas visible pour l'instant, mais qui est potentiellement une ouverture à tout ce qui est l'extractivisme. Et donc, je voulais aussi dire, moi je suis géographe, mais c'était dans les années 70, donc j'ai travaillé avec Yves Lacoste. Donc il y a des cartes qui étaient faites, qui démontraient un certain nombre qui dénonçaient un certain nombre de choses en géopolitique. Et donc, je voudrais savoir le lien que vous faites entre tous ces niveaux-là. Justement, l'Amérique du Sud, donc vous connaissez certainement les Iconoclastistas, qui est un groupe de Buenos Aires qui fait les cartes de l'Amérique du Sud, de l'industrie extractiviste et de l'agro-industrie, donc soja, etc. Et là, vous avez une carte des Andes, chaque point est une mine, avec des modes d'emploi, avec des explications justement sur tout ce processus qui fait que ce qui est local, en fait, c'est généré au niveau mondial. Et toutes les instances qui interviennent en Amérique du Sud, ce sont des grands consortiums canadiens, chinois, associés, français, etc. On a aussi les cartes de Guyane. Donc on connaît le cas de la Montagne d'Or, qui était un énorme projet qui a fait beaucoup de bruit. On travaille avec Mathieu Nouchet, donc spécialiste de la Guyane. Et c'est des informations qui ont circulé dans les réseaux, sur les réseaux, et on a produit énormément de petites cartes qui étaient affichées partout, le long des rues, dans les réseaux, dans les discussions. On montrait quoi ? On montrait la menace que faisait peser ce projet, la menace écologique et humaine, bien sûr, sur ce projet précis. Et la petite histoire veut que, à force d'insister de cette façon, le projet a été abandonné, mais a été remplacé par un autre. Voilà, donc il y a énormément de cartes de la Guyane qui montrent les centaines de projets en cours. Et qu'est-ce que ça provoque chez les gens ? Ça provoque déjà une énorme colère et surtout la conscience de la systémie de nos vies. Nos vies, elles se déploient dans l'espace, mais aussi le monde, il est très, très, très petit et tout est interrelié. C'est pour ça, moi qui suis partie de l'isotype et de ces notions d'ingénierie sociale, c'était une façon de montrer que, à l'époque, dans les années 30, la mortalité infantile, elle était corrélée aux revenus par habitant de tel quartier de la ville. Et la carte, elle permet justement ça. Alors, on n'est pas devant des cartes topographique. On ne va pas montrer la forme du territoire, le cours des rivières, des montagnes, etc., en s'imaginant que c'est figé, ce qui n'est même pas vrai, et qu'on en donne une image fidèle. On dit que ce sont des cartes thématiques. La limite entre les deux est tout à fait floue, mais ces cartes, elles vont montrer autre chose. Donc, vous avez des figurés pour représenter les éléments. Le bâti ici, comme cette carte du quartier de Carrel-Basti, mais vous avez aussi des symboles pour montrer les phénomènes. Et ce seront les flux de Frontex. Là, je suis en train d'écrire un article où je dis mais non, la migration, ce ne sont pas des flux. Il n'y a pas on appelle ça des lignes de vie dans le paysage qui montreraient tous les jours, comme un troupeau de chèvres, des centaines de migrantes et migrantes passent par là. C'est tout à fait faux. Ça se
dilue dans le temps. Il faut parler d'échelle, mais il faut aussi parler de la chronologie de ce qui se passe dans le développement temporel. Et on n'a pas du tout de phénomène. Le phénomène qu'on représente n'existe en réalité pas tel quel. Seulement, nous sommes conditionnés par nos outils. C'est un médium, c'est un dessin. Nous sommes limités même par notre geste, celui de notre main, par la petite surface du papier ou de l'écran. Et on va devoir faire avec. Donc, ça implique quoi? Ça implique que les contre-cartographes ou cartographes radicaux ou cartographes critiques vont devoir être autocritiques. C'est-à-dire savoir que quand vous produisez une information, vous devez toujours vous demander d'où vous parlez. Est-ce que vous parlez en tant qu'occidental? Est-ce que vous parlez en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que personne impliquée, concernée par un problème ou pas du tout? Et en ayant en tête votre intention personnelle. Et ça relativise déjà beaucoup votre message. Vous êtes beaucoup moins affirmative et affirmatif. Si vous le situez dans le cadre d'une lutte, ça devient plus facile. Moi, en tant que féministe, je me dis, là, j'ai été méchante, mais je suis féministe. Finalement, j'ai raison. Et une vraie féministe, on ne peut pas l'aimer quand elle se comporte comme ça. C'est une sorte d'exosquelette, la lutte, qui va vous permettre de dire des choses sans trop douter de vous-même et quelque part de vous inscrire dans le monde, tout simplement. Moi, j'aurais une question, s'il n'y en a pas, je profite là du petit trou, parce que justement, ça m'a évoqué quelque chose en lisant ça, et puis aussi cartographie radicale. Je me dis, on est dans un monde aujourd'hui où il y a toute cette idée des data, des big data, de la donnée, de l'information qu'on pourrait avoir sur tellement de choses et qui sont mises à disposition par les institutions pour pouvoir connaître, etc. Et j'ai l'impression que du coup il y a un rapport au positivisme voilà, en fait l'information elle est là, il suffit de la prendre et de la représenter. Et la carte, pour moi jusqu'à un certain moment, c'était un peu le symbole de ça. C'est l'information qu'on représente, et donc une forme d'objectivité, notamment avec en plus ce point de vue là comme ça du ciel, de Dieu qui tombe sur la terre et qui la révèle à elle-même. Et là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de complètement différent, justement avec ce point de vue situé, etc. Mais justement, encore une fois, dans la pratique des ateliers, qu'est-ce qu'on fait de la donnée? Qu'est-ce qu'on fait de la distance entre ce que j'ai vu, ce que je ressens, l'espace perçu que je pratique, et celui représenté qui s'impose à moi, etc. Et, voilà. Je peux te répondre avec une image qui est au tout début encore remonte? Celle-là, voilà. Mais ça, c'est un atelier. Bon, c'est un travail que j'ai fait moi. C'était avant le corona, à la Porte Dorée. Alors, l'idée, c'était de déconstruire cette idée du Nord global et du Sud global qui a prévalu chez les grandes ONG dans les années 70, où on en est venu à utiliser une autre projection que la projection Mercator. Projection Mercator, c'est celle qui vous montre que le Groenland est aussi grand que l'Afrique, ce qui est bien sûr faux. Il est 14 fois plus petit. Donc on a pris cette projection Gall-Peters qui étire le monde en longueur, qui lui va respecter plus ou moins les proportions, même si tout est déformé, enfin entre guillemets. L'idée, c'était de déconstruire cette idée qu'il y a le Nord riche et le Sud pauvre, et que le Nord va aider généreusement le Sud. Donc là, je suis partie d'énormes bases de données, c'est des bases de données officiels, publics, sur différents indicateurs. Et là, le loup, il est déjà dans la bergerie, par rapport à ce que tu dis. Les indicateurs, c'est nous qui les construisons. Ça nous semble scientifique, mathématique. Mathématique, c'est le mot magique. Les chiffres sont magiques. Quand vous avez toutes ces données, vous êtes rassuré, vous vous sentez dans un monde compris, analysé et numérisé. Et en fait, c'est vous qui allez déterminer les classes. Donc, vous allez discrétiser des classes. Et là, j'ai discrétisé à loisir quel pays, et je vais rassembler par groupe quel pays. C'est moi qui vais faire les catégories. Donc déjà, il y aura toute ma subjectivité qui sera présente dans le travail que je produirai. J'ai pris les indicateurs de démocratie, de PIB, même de genre à un moment donné. Enfin, vous en avez énormément. Tout ça, vous le synthétisez, vous appliquez des couleurs, des plages de couleurs au continent. Et après, vous en arrivez avec l'image. Je ne sais pas si vous voyez.
bien avec cette image-là en haut, et ça devient un puzzle absolument incompréhensible. Après, je suis revenue à la projection Gall-Peters pour voir ce que je pouvais en dire, et puis ça donne ça, un vrai puzzle. Donc ça déconstruit complètement cette dichotomie du nord-sud. On ne peut rien en dire si on tient compte, par exemple, de la démocratie. Donc vous avez les pays en noir où on a un gros problème de démocratie. Et vous mélangez tout ça. Donc ça montre qu'à chaque étape, votre subjectivité est intervenue et que la carte, elle nous rassure parce qu'elle nous propose une lecture du monde, mais c'est tout. Mais ne soyons pas dupes, c'est un outil social, c'est le support d'un discours convenu. Et quand moi je produis cette carte-là, je me dis bien que c'est ma carte. C'est pour ça j'ai choisi de la colorier à la main. Pourquoi ? Pour montrer ma présence. Ce serait hypocrite pour moi, beaucoup plus hypocrite de la nettoyer sous Illustrator et de dire voilà une belle infographie. Et très souvent, on est devant de très très belles infographies qui citent aussi leurs sources. Ça peut être très succinct, mais personne n'est capable de dire tout ce qui s'est passé en amont de cette production. Et là, je montre mon trait de crayon, je signe ma carte pour montrer c'est juste ma vue à un moment donné des informations que j'ai pu glaner sur le monde. Et dans un atelier, quand il y a plusieurs personnes qui travaillent, par exemple, on a beaucoup, j'ai beaucoup entendu parler des cartes sensibles, par exemple, et c'est des choses qu'on essaye. Bon, souvent, à un moment, on a des représentations qui sont irréductiblement individuelles. C'est-à-dire chacune sa carte. Et comment est-ce qu'on passe à... si on dessine une carte sensible seule de son quartier, où est-ce que je me situe, etc., on peut avoir une série de dessins qui ne sont pas parce que les gens ont fait... Comment est-ce qu'on passe à une carte à plusieurs ? Comment est-ce qu'on passe d'une représentation d'un espace perçu par soi à un endroit à justement une fabrication d'une connaissance commune à travers ce travail de carte ? C'est là qu'intervient la magie. On a quelques exemples, je ne sais plus lesquels ce sont, à la fin du PowerPoint. Plus loin. Oui, voilà, ça c'est une carte collective. Donc, faite à l'intérieur du Brésil, dans la région d'Acre, sont personnes qui se mettent en commun. La magie, c'est qu'un groupe qui se met ensemble autour d'une table et autour d'une feuille, une personne tiendra peut-être le crayon, mais généralement, il y en a plusieurs, ou le feutre. Les idées seront mises en commune. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit guide à la fin du livre, si tu peux... Ah, il est là-dedans. Ça se fait tout seul, en fait. Et moi, je suis toujours épatée de voir que des personnes qui ne se connaissaient pas il y a 3 minutes, au bout de 2 heures, elles ont produit... voilà, donc là, vous avez les modes d'emploi sur les ateliers. L'idée, c'est de disséminer l'idée, donc de ne rien retenir et de ne pas jouer au professeur qui aurait un savoir et qui le dispendrait très généreusement. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut gérer des ateliers en prenant certaines précautions, mais... ça se fait absolument tout seul. Les gens ont un projet commun. C'est l'idée du projet aussi. On a un objectif commun et on va le réaliser. Et je n'ai jamais rencontré de problème. Je n'ai jamais rencontré une situation où quelqu'un imposerait son idée. Bien sûr, les idées fusent et on va en retenir une. Là, j'étais à Bruxelles il y a 3 semaines avec des formatrices de formateurs du développement. Et on a décidé de faire des expéditions urbaines dans Bruxelles. Et on s'est concerté au début pour savoir quel sujet nous intéressait. L'idée, c'était de faire des expéditions décolonialisantes. Et un groupe a retenu la présence dans l'espace, dans le paysage urbain, des signes masculinistes. Et ça a donné une carte incroyable. J'ai accompagné ce groupe qui a traversé Bruxelles. On a pu déterminer ensemble 3 séquences selon le quartier populaire. Vous avez une autre statuaire. Vous avez d'autres devantures de magasins. Un quartier boboifié et le quartier du pouvoir, avec tous ces symboles. Et le groupe, qui est un groupe de formateurs en langue, a été sensible à des choses qui relèvent de la sociologie.
ou de la géographie. Et il a fait une carte extraordinaire où on peut suivre ces différentes expressions des symboles masculins dans l'espace urbain. Ça se fait tout seul. Voilà. Donc le manuel, le petit manuel derrière, il vous dit comment faire un atelier collectif. Voilà, parce que toi, tu penses certainement à ces cartes faites par un ou une spécialiste d'un domaine précis, qui paraîtra justement, qui sera montré dans des atlas ou des journaux. C'est aussi de la cartographie critique, mais pas collective. Mais les deux relèvent du même champ. Et ce que j'aimerais souligner, ce n'est pas une nouvelle branche de la cartographie, absolument pas. Ce n'est pas une contre-cartographie contre la cartographie conventionnelle, puisqu'elle va utiliser souvent les mêmes outils, souvent les mêmes symboles, et qu'on sera limité par ça. C'est juste une cartographie qui vous permet à vous d'exprimer votre sensibilité, de la partager avec les autres. La cartographie sensible, il y a aussi des ateliers de cartographie sensible où, par exemple, les gens parlent de montrent leur propre ou découvrent souvent leur propre biographie transposée dans l'espace. C'est une façon la contestation, elle se trouve dans le fait qu'on va opposer à la prétendue objectivité de la carte, qui serait l'émanation d'un savoir scientifique chiffré, etc. On va opposer sa sensibilité. La sensibilité, elle a autant de raisons d'être sur une carte et d'en être l'objet et de la filtrer qu'un savoir technique. Ouais. Mais justement, peut-être que dans ces questions de récupération, de la cartographie, etc. Et pour revenir à Yves Lacoste qui disait que donc, la géographie, ça sert à faire la guerre, je ne sais pas s'il l'a dit vraiment, mais en tout cas, c'est ce qu'on a retenu. J'ai l'impression qu'il y a un endroit où on peut différencier, en tout cas saisir la cartographie, c'est dans l'action. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va générer comme action ? Quelle lutte, dans quelle lutte elle participe, qui est pris dans cette lutte et qu'est-ce qu'elle va donner comme effet. Et c'est ça que je trouve intéressant là dans le livre, c'est de voir, voilà, il y a des exemples, il y a des gens qui font et puis quel effet ça a donné. C'est-à-dire qu'effectivement, la question de la représentation, elle est là, elle est présente, mais il s'agit d'une action qui est à la fois dans la fabrication de la carte et dans sa circulation. Il y a de tout. Comme je l'ai évoqué par rapport à New York, San Francisco, vous avez une façon de fédérer des gens autour de la récupération d'un espace, de montrer des spoliations, en Amérique du Sud surtout, bien sûr, de montrer des anomalies. Je pense à cette carte de Vienne. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant que de montrer que les noms des rues, les odonymes attribués aux femmes, sont une portion congrue de nos villes. Alors vous avez quelques nouveaux quartiers ou quelques nouvelles stations de métro ou de tram qui portent des noms de femmes. Ce sont des toutes petites rues. Et si vous en venez à vouloir rebaptiser des rues, je pense que vous devrez vous armer de patience et beaucoup, beaucoup manifester. Mais bon, on a cette réalité, mais il a fallu en prendre conscience. Et là, j'ai la liste des cartels de l'exposition qui a lieu à Rennes, justement sur ce livre-là, avec toutes les cartes présentées en grand format. Il y a différentes approches. Je pense à cette cartographie collective faite à Port Saïd, en Égypte, où la population a été amenée à écrire l'histoire de la ville. Donc c'est un port industriel, commercial, sans intérêt en réalité, sans intérêt historique. Mais les gens qui y vivent, ils ont une histoire, ils ont des archives, ils ont une expérience qu'elles et ils ont mis en commun. Donc elles ont fait une très grande carte. Je ne sais pas si on peut la retrouver rapidement. Peut-être, je ne sais pas si tu reviens. Non, plutôt vers le haut. Je ne suis pas sûre de... reviens ? Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. C'est celle de Port Saïd, si tu peux la retrouver pendant ce temps. Donc, les personnes ont été amenées à apporter leurs archives
photographiques ou leurs citations, les citations de journaux pour reconstituer l'histoire de Port Saïd. Et soudain, cette histoire, elle a existé. Elle a été exposée dans un musée. Elle a beaucoup étonné et elle se reproduit un peu partout. Vous avez une carte très similaire. Voilà, celle-là. Ouais. Voilà, une carte très similaire. Elle est très difficile à lire, bien sûr. Donc, vous avez des fils de couleurs pour différentes catégories d'informations et une frise chronologique. Je crois que tu l'as sur une si tu, ouais, c'est peut-être plus lisible à distance. Si. Vas-y. Voilà, celle-là. Voilà, ça ressemble à ça. Mais ça correspond vraiment à la vie des gens. Et on s'est rendu compte, quelques années sont beaucoup plus riches d'informations que d'autres. Et on se rend compte comment l'histoire glisse, en fait, des histoires personnelles, des histoires de guerre, de lutte, de combat, à des... On finit sur des archives commerciales, des publicités. Et on peut relire l'évolution de la ville à l'aune de ces descriptions-là. Ça a le mérite d'exister et d'être un précédent. Et c'est bien parce que vous avez vu toutes ces cartes qu'un jour vous aurez l'idée d'en refaire de similaires ailleurs pour des propos peut-être différents. Donc c'est peut-être sa première vertu, c'est d'être un exemple et d'avoir fait sauter un verrou surtout sur la possibilité de faire des cartes. Et il y a un autre élément. Il y a peut-être des questions. Moi, ça y est, je prends toute la place là. J'avais une question, alors, qui est peut-être un peu spécifique, mais en fait, moi, je suis créole réunionnais, et du coup, je voulais savoir la place de la langue aussi. Enfin, il faut savoir, par exemple, à La Réunion, la langue créole est quand même stigmatisée. Et du coup, moi, je me demandais la place de la langue, par exemple, pour s'exprimer communautairement et aussi refuser en fait une forme de compréhension par le pouvoir dominant pour justement dans un objectif de lutte. Et je voulais savoir si vous aviez des exemples ou des choses qui vous viennent en tête par rapport à ça. Merci. Je n'ai pas d'exemple en tête. Je pense juste que cette langue, si elle vous sert à produire la carte entre vous, c'est parfait. Après, qu'allez-vous faire de cette carte ? Il va falloir la traduire en français pour pouvoir, pour qu'elle serve d'outil de preuve de quelque chose et qu'elle puisse être diffusée. Je pense que ce paramètre-là, justement, ça pose toute la question de l'internationalisation des normes, qui a été un des objectifs de la géographie. Voilà, on ne peut pas ignorer le reste du monde. Donc, à mon avis, si vous pouvez avoir une carte en 2 langues, c'est merveilleux. Cette carte qu'on a vue tout à l'heure du Bangladesh, j'en ai la traduction. Il a fallu la traduire. Et c'est vrai que c'est quand j'ai vu la traduction que j'ai compris certaines choses. Idéalement, il faudrait présenter les 2 langues. Après, c'est une lutte qui est du même ordre que de réclamer de revendiquer la légitimité même des dialectes et de toutes ces langues qu'on est en train de perdre, bien sûr. Ouais. Voilà. Et du coup, si je comprends bien par rapport à cette réponse, la carte, elle pourrait pas être un outil de lutte juste à disposition de la population qui lutte en elle-même, et du coup quelque chose qui sert pour la lutte, mais qui sert juste en interne, quoi, plutôt que quelque chose qui sert à communiquer sur la lutte ou comme élément de preuve, comme vous avez dit. Les 2 ne s'excluent pas, en fait. Je pense à cette carte de la ZAD des Landes, faite par Quentin Foncompré. Ça a permis de rendre visible quelque chose. C'est comme de l'ordre, c'est comme pour ces quartiers informels. Soudain, cette ZAD, elle avait une existence. Elle avait une présence, elle était remplie de vie. Donc, quelque part, ça vous conforte dans la légitimité de votre lutte. Après, elle pourra être utilisée contre vous, bien sûr, mais elle peut aussi vous faire exister. Il y a une notion
comment s'appelle la personne qui a forgé ce terme, c'est le paysage informationnel. Qui nourrit le paysage informationnel? Qui elle, a les moyens de le nourrir? Et est-ce que nous, qui disposons d'Internet, qui avons des réseaux qui se créent par affinité, bien sûr, je ne pense pas à des Facebook et tout ça. Moi, je suis sur aucun réseau public. Nous, on a le moyen technique de diffuser ces images. Et on sait combien les images sont puissantes. Et c'est bien parce que la carte est une image qu'elle est aussi puissante. Ça, je l'explique dans l'autre livre. Mais elle a à son service tous les ressorts de l'image, qui fait que nous voulons la croire. Nous voulons croire qu'elle est une représentation du réel, puisqu'elle a prétendu être analogique. Et si moi, je vais nourrir une carte, tout le monde va se dire, ça existe. Voilà, c'est ça le signifié du réel de la carte. Ouais. Bon, sur la question de qui nourrit la carte, moi j'avais un autre exemple aussi, alors qui n'est pas dans le livre, parce que j'ai contribué plusieurs fois à un site web qui est animé entre autres par un artiste qui s'appelle Vision Carto. Et un jour, j'ai fait un reportage sur une carte de la cyclabilité de Kuala Lumpur, en Malaisie. Et les gens qui avaient fait la carte, c'était beaucoup... Alors, c'était la personne qui avait le plus animé le projet, c'était un geek cycliste de classe moyenne. Et les gens qui avaient contribué, c'était plutôt des gens qui faisaient du vélo sportif ou du vélo un peu bobo, quoi. Et ça avait été, d'une certaine manière, assez insatisfaisant. Et il s'était mis à suivre des gens pour cartographier à leur place leur déplacement. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens qui avaient contribué, mais il y avait des gens qui l'avaient, on va dire, il avait un peu il avait fait un bout de chemin avec eux pour ajouter leur contribution, même à leur insu en fait. Et il avait suivi par exemple des personnes âgées de classe populaire qui allaient au marché à vélo parce que c'était leur habitude et pas parce que c'était un truc à la mode. Il avait aussi cartographié les usages de réfugiés qui prenaient le vélo pour échapper aux transports en commun et au possible contrôle d'identité des transports en commun. Et donc il y avait des contributions directes, et comme il manquait vraiment quelque chose avec parce qu'elles étaient, il y avait une accessibilité qui était vraiment pas universelle, il y avait un projet qui était de fait assez exclusif. Il était allé chercher un peu, aller tirer des contributions pour faire en sorte qu'on entende plus de gens dans cette carte, parce qu'en fait, c'est pas parce que c'est participatif que tout le monde participe. Voilà, donc il faut avoir conscience de ça, l'intention sous-jacente à la cartographie. C'est évident. Et moi, ça me fait penser à Yves Rebaud, qui a fait une analyse avec ses étudiantes et étudiants. On les oublie toujours, c'est sans nom, mais c'est eux et elles qui font le travail. Sur l'usage du vélo en ville, je sais plus, je pense dans différentes villes de France, et on s'est rendu compte que les femmes et les hommes n'avaient pas les mêmes vélos, n'avaient pas les mêmes usages, n'avaient pas les mêmes trajets, et on arrivait à distinguer à quel genre appartenait le vélo. Donc le vélo destiné à avoir des sacs, c'était celui des femmes, le vélo de sport c'était celui des hommes, etc. etc. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais ce que tu dis me fait penser à cette contribution-là. Donc c'est à Oxford. Voilà. À Oxford, un groupe, donc le chercheur principal, là aussi, vous avez des chercheuses et chercheurs, des étudiantes et étudiantes autour de Mark Graham, qui se sont intéressés au numérique. Qui fait le numérique ? Qui nourrit le numérique ? Ouh là là, c'est effrayant, mais même Wikipédia, c'est nous les Occidentaux qui forgeons Wikipédia, et voilà l'image du monde. Alors on dit Internet est un outil disponible pour tout le monde, c'est faux, et surtout, posons-nous plutôt la question de qui va construire ces bases de données, qui va les nourrir. Moi j'ai fait un mappathon récemment, où il s'agissait de renseigner une carte de Madagascar qui était peu cartographiée, une certaine zone de Madagascar, et on était des centaines
à ne jamais avoir été à Madagascar et à utiliser OpenStreetMap pour renseigner la carte à partir d'images satellites. Alors heureusement que tout est vérifié après, mais vous pensez bien que des personnes qui ne sont pas familières de la géographie, qui ne sont pas familières des outils numériques et qui ne connaissent pas le pays, leur interprétation des images satellites, elles sont plus que fantaisistes. Alors c'est génial, c'est formidable que ça existe et ça nous dit, mettons-nous derrière la carte, ne soyons pas consommatrices et consommateurs, mais soyons conceptrices et concepteurs. Mais posons-nous les questions des conditions dans lesquelles c'est fait et questionnons toujours les sources. Et dans ce cas-là, il y a des travaux remarquables sur l'absence de données genrées. Et là, il suffit de parler du care, donc du soin. Il y a plein de définitions différentes du care, mais le soin, c'est ce que vous apportez à vos proches ou à vos non-proches en soins physiques, psychiques, mais aussi en soins domestiques. Et le care, il est pris en compte nulle part. Or, c'est un des facteurs de richesse de l'humanité, déjà matériellement, mais aussi moralement. Sans care, on ne serait pas là. Et ça n'apparaît sur aucune carte, en fait. Ça n'apparaît dans aucun indicateur. On essaie plus ou moins, à présent, on commence à essayer de faire des indicateurs plus genrés, mais on est encore loin du but. Et donc oui, la carte, elle est tributaire de cette réalité, de notre peu de connaissances, et surtout du monde, et surtout, entre autres, elle a plein d'autres défauts. Et comme toutes les sciences, elle est destinée à évoluer, bien sûr, et à avoir un regard plus introspectif et plus critique, plus autocritique. Sur les défauts justement que la carte peut porter, moi je me demandais si le fait de poser ce type de regard sur l'environnement avec lequel on interagit, ça amenait pas de façon un peu inévitable à délimiter et du coup à poser des frontières et à créer des zones un peu d'inclusion et d'exclusion. Du coup, justement, au lieu d'être dans un autre rapport à ce qui nous entoure, de conduire à ça. Ah mais tout à fait. C'est pour montrer quelque chose, vous devez occulter tout le reste. Voilà, nos moyens humains nous limitent à ça. On peut pas échapper. On peut pas échapper à cette règle. Après, c'est à nous d'accepter la pluralité, la diversité des regards. Et justement, ce type de cartographie, elle s'érige contre l'hégémonie culturelle. On peut voir les choses autrement. Plein de personnes peuvent voir les choses très, très différentes. Et justement, ces notions de conception de l'espace, on commence à se les poser, ces questions en cartographie critique, à se dire, attends, mais imposer l'espace euclidien, une conception euclidienne de l'espace où tout est mesurable à des populations qui ne vivent pas comme ça, quelque part, c'est les forcer. C'est vraiment les forcer. Moi, me vient à l'esprit de plus en plus souvent ce cas d'un paysan palestinien avec lequel je fais une carte, parce que je travaillais sur un thème de l'écologie là-bas, et qui prend la carte, le papier, et il est là, et il remplit la carte dans tous les sens, et il me dit, mais c'est horrible ce que tu me fais faire. Parce que moi, quand je circule dans ma région, je suis en voiture, et là, tu me demandes de mettre à plat quelque chose que je vois comme ça, de face. Et je me suis rendu compte que je lui imposais ma vision des choses et il avait raison, horrible. Et je ne referai plus jamais ça comme ça. Donc oui, il faut être très prudente. Pour les chercheuses et chercheurs sur le terrain, oui. J'aimerais pas trop être à la place de certaines et certains. On a le cas, cette carte communautaire. En fait, c'est Elisa Bertuzzo qui a vécu longtemps à Dakar avec les populations pour étudier justement les rapports aux limites, à l'utilisation de l'espace, notamment pour les femmes, et qui est dans ce quartier et qui fait des cartes. Et la carte est aussi dans le livre, qui fait des très belles cartes et se rend compte qu'à chaque fois qu'elle revient dans le quartier, tout a changé parce qu'on a construit de nouvelles maisons, on a ajouté des étages, on en a démoli d'autres, on a aplani quelque chose.
Et la carte qu'elle fait, elle part dans tous les sens. Et elle découvre soudain, en discutant avec les gens, que cela fait des années et des années que la communauté fait ses propres cartes et les apporte à la municipalité, à la mairie pour prendre des décisions. Et on discute autour des cartes. Donc ça existait déjà. Donc les chercheuses et chercheurs viennent avec leur regard occidental et ont besoin de faire un gros effort déjà pour rester à leur place. Ça pose toute la question de l'anthropologie, du néocolonialisme en fait, qui est mental. Ouais. Vous avez parlé de l'introspection, de la carte du care qui n'est pas représentée. Moi, j'aimerais savoir quelles sont les pistes un peu. On parle de la carte qui est subjective, on parle de quelque chose de la perception. Donc, vu que vous avez travaillé sur le sujet, moi, j'aimerais bien savoir si on veut approfondir de ce côté-là, du côté introspectif du côté même du symbole aussi ou de la symbolique. C'est quoi les pistes Par rapport au care ? Par rapport au care, si c'est un exemple comme ça, ouais, ou d'autres choses. C'est trop difficile. Tout simplement genrer les données déjà. Donc, l'idéal, c'est d'intégrer ou de faire partie d'un laboratoire de recherche en sciences sociales, en sciences humaines, qui va avoir besoin de cartes. Il y a de plus en plus de demandes. La demande, les ateliers tout public, c'est là, ça montre l'engouement des gens pour la carte, mais les universités se rendent compte qu'elles ont besoin de spatialiser l'information. L'information, si vous avez des bases de données, vous n'en extrayez rien du tout. Si vous les transposer sur la carte, ça devient parlant. Et la carte, c'est aussi... Alors, c'est un outil d'analyse aussi. Donc, on a eu des grands géographes comme Roger Brunet. Là où Jacques Bertin, lui, va inventer un langage sémiologique pour le partager et pouvoir communiquer, Brunet, lui, il va analyser la carte et il va inventer des formes géométriques. Donc, on connaît la banane bleue, c'est cité dans l'autre livre. Voilà, c'est une banane économique qui traverse l'Europe et tout se cristallise autour de ça. Puis, il y a un axe de la pauvreté qui la traverse. Et Lacoste n'aimait pas beaucoup... Brunet, et on le comprend. Et donc, la carte, elle sert aussi à analyser. Vous pouvez en déduire des choses, et notamment, je pense à ces corrélations. Vous avez des cartes choroplètes qui vont vous montrer par différentes couleurs, vous permettre des comparaisons. Donc, ça touche absolument à tout. C'est pour ça que je ne peux pas vous répondre sur le care. Ce serait des données genrées, ce serait le b.a.-ba, parce que toute carte repose sur des données, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, que ce soit vos émotions, que ce soit votre vécu, ou que ce soit des chiffres bien concrets. Et donc, c'est à partir du moment où les universités ou le monde académique s'est intéressé à la cartographie que cette contre-cartographie a pu exploser. Et aujourd'hui, la demande est très très forte de la part des sciences sociales d'une représentation spatiale. Donc ça touche absolument à tout. Je ne peux pas vous dire, il y a des pistes. Les pistes, ce serait juste d'avoir à l'esprit que si vous spatialisez l'information, vous découvrirez peut-être certaines choses et vous ferez des recoupements et ce sera un moyen de communiquer beaucoup, beaucoup plus efficace. Voilà, je ne peux pas répondre plus que ça. Moi, peut-être c'est une question qui peut toucher un peu à ça. En tout cas, j'ai eu l'impression à un moment de... Il y a cette idée à un endroit, je me souviens plus exactement, je l'ai noté comme ça, de cette idée qu'on peut dépasser aussi le rationnel. C'est-à-dire représenter ce qui n'est pas représentable et arriver à faire des cartes qui, justement, disent autre chose. Et encore une fois, de dépasser la carte comme un point de vue objectif, etc. Et encore une fois, je me dis, bon, voilà, comment ça se passe, ça ? Comment est-ce que émerge à un moment et comment est-ce qu'on... du coup, ça reprend un peu cette question, c'est-à-dire... voilà, on a quelque chose qui va nous amener, alors c'est des émotions, c'est du sentiment, etc.,
qui vont transparaître dans la carte. Comment ça se passe en atelier, cette question? Qu'est-ce qui se cache derrière cette idée de dépasser le rationnel? Marrakech. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'est le rationnel. Il va falloir que tu me l'expliques. Ah, mais c'est marqué dans lui, il y a marqué dépasser le rationnel. C'est Mesquita. Oui. Marrakech. Les cartes en tissu. Vous pouvez faire des cartes en tissu. Oui. Et pourquoi? Alors c'est un projet. C'est Élise Olmedo qui est à Marrakech et qui fait des cartes avec les gens d'un quartier défavorisé. Elle fait des cartes en tissu. Pourquoi? Parce que le tissu est très présent dans leur vie. Elles savent le manipuler et elles vont expliquer leur déplacement dans l'espace en cousant des tissus. Et on peut les lire. Donc vous avez l'assuaire public. Elles sont femmes de ménage dans les maisons riches. Donc elles ont choisi un beau brocart pour représenter les maisons riches. Leur foyer, elles y incluent la périphérie immédiate. Elles ne peuvent pas se déplacer comme elles veulent, bien sûr. Donc on a le souk, on a le hammam, on a leur maison, un tissu uni, et on a les routes qui les relient, donc un petit nœud. Après, il y a une autre interprétation de ce tissu où tout est mis à plat. On se rapproche à nouveau de la carte occidentale. Et voilà, là, on est dans la parfaite subjectivité du ressenti de ces femmes par rapport à leurs enveloppes. Notre enveloppe, c'est notre corps, c'est notre périmètre quotidien d'usage de l'espace, et il s'étend de plus en plus. Là, il est particulièrement restreint. Voilà, on parle d'émotion, de sensibilité. On n'est pas dans le ratio, mais je n'arrive pas à très bien distinguer les deux. Je pense que ce qui est nouveau ici, c'est qu'on ne va pas éliminer la dimension sensible. Au contraire, on va la prendre en compte parce qu'elle est omniprésente. Dans le moindre énoncé que vous voudrez physicaliste, disaient les philosophes du cercle de Vienne. C'est-à-dire il faudrait développer un langage physicaliste, c'est-à-dire calqué sur le langage scientifique, qui voudrait qu'on ne parle que de ce qui est vécu empiriquement et apuré de toute métaphysique. Donc je ne pourrais juste te dire tu es assis en ce moment à telle heure avec moi à cette table, et puis c'est tout. Puis je n'en vois pas trop l'intérêt, mais en réalité, même en te disant ça, je vais le faire d'une certaine façon et avec certains implicites. Nous savons tous les deux ce qu'est une table. Voilà. Donc la limite me semble floue, mais d'avoir voulu débarrasser les cartes de toutes ces dimensions, de les rendre objectives, ça a été peut-être le plus grand tort qu'on lui a fait ces derniers 300 ans. Avant, on ne pensait pas à ça. On ornait les cartes de tous les motifs possibles et imaginables. On détestait le vide, et partout il y avait des petits dragons et des sirènes et des animaux fabuleux. Et au sud de l'Afrique, on marchait la tête en bas. Oui, je pense que l'apport de la contre-cartographie, c'est d'assumer cette part de sensibilité. On a une carte à laquelle je me réfère souvent, c'est la carte de la Shoah. Qui est sur le site Vision Carto. Donc une chercheuse et un chercheur recueillent les témoignages qui se trouvent dans des archives à New York de survivantes de Auschwitz, et vont transformer cette carte, ces informations en carte. Et la carte, elle est complètement originale, dans le sens où chaque événement, chaque lieu va être représenté en fonction de l'importance qu'il a pour les gens. Donc les petits objets seront grands s'ils ont été très importants, parce qu'on a pu s'y réfugier, on a pu s'en servir. Les grands objets seront tout petits. Voilà, et c'est une grande carte dans laquelle on peut circuler, et où on se rend compte que toute la subjectivité du souvenir et de l'expérience, on peut la représenter. Et ça vous donne une autre image du camp de concentration. Ce camp de concentration, il est horrible. Pourquoi ? Pas parce que vous pouvez en dessiner les contours et même en faire une belle image aérienne de ce qui reste d'ailleurs. Mais c'est parce que des gens y ont vécu, y ont souffert, ont survécu à ça, et emportent avec elles ce qui a
marquées, qui marquent notre patrimoine humain, c'est-à-dire l'horreur de la Shoah. Et ça peut servir d'alarme, de garde-fou, d'alarme, en se disant on a été capable de faire ça, est-ce qu'on n'est pas en train de reproduire des choses semblables ailleurs ? Et ça relativise votre vue sur le monde, et notamment sur le conflit israélo-palestinien. Pour rebondir dans ce que vous dites, c'est ce qui se passe en Colombie actuellement avec la commission de la mémoire, où des femmes reproduisent des cartes en tissu sur des lieux de massacre, des lieux d'événements qui ont eu lieu avec la guérilla et les paramilitaires. Et ça a aussi une fonction à la fois pour la mémoire et aussi réparatrice pour elles. C'est-à-dire d'inscrire sur ces grands tissus ces événements extrêmement traumatisants, mais qu'elles représentent, justement, elles font des cartes de ça avec un certain nombre d'éléments, et c'est très émouvant de voir ça. Ça répond à la question de monsieur. C'est leur langage à elles. Voilà. Et il est puissant. Pourquoi ? Parce qu'elles vont pouvoir le partager avec un cercle un peu plus grand que leur cercle familier, et véhiculer toutes leurs émotions. Et c'est un message, absolument, qui est aussi légitime, sensible et légitime. Et oui, ça fait exister. La carte, elle fait tout simplement exister. Après, à nous de faire en sorte que ce qu'elle fait exister, ce soit vu et lu et pris en compte et partagé, et que ça serve des propos politiques, dans le sens police, c'est-à-dire réappropriation de la vie publique par la société civile. C'est tout. Oui, dans un contexte où... sous le gouvernement précédent, le centre de la mémoire avait été fermé, les subventions supprimées. Ah mais oui, la carte, elle sert à ça aussi. Je traite ça plutôt dans l'autre livre, mais il y a des guerres des cartes. Qui produira la carte qui effacera la mémoire de l'autre ? Israël-Palestine, vous avez, il faut refaire les cartes. Il y a des groupes qui s'ingénient à refaire les cartes de tous ces villages qui, en 1948, ont été laminés. Il n'y a plus rien, il reste 2 pierres. Par la carte, par des images satellites aussi, on arrive à les relocaliser, et on arrive à dire, là ont existé des gens. C'est leur donner une mémoire, une sorte de sépulture symbolique, mais c'est les faire exister dans notre imaginaire et dans notre mémoire collective. Oui. Mais je me dis aussi que la réalité des gens existe même si on ne la voit pas. Et que j'aime bien ces cartes de Lise Olmedo, parce que si on n'a pas d'explication, finalement, elles gardent leur secret. Elles ont été faites, elles ont servi à produire quelque chose, et elles peuvent être aussi là, muettes pour ceux et celles qui ne peuvent pas les comprendre, qui ne doivent pas les comprendre. Je trouve que cette opacité, et il y a aussi un intérêt à l'opacité, le rendu public comme ce qui fait forcément la police, la cité, etc. J'ai l'impression qu'il y a aussi à reconnaître tout ce qui passe, et avoir une sensibilité et se dire il y a des choses qui nous échappent, et c'est très bien. On n'a pas à les voir, on n'a pas à les regarder, elles sont là, quoi. Alors, parfois dans un conflit, il faut que ça soit mobilisé, mais aussi des cartes n'ont pas à être traduites, des cartes, voilà, c'est plus une remarque, hein, mais tout à fait légitime, et je peux rebondir là-dessus. Tu touches à quelque chose de très, très, très précieux. C'est un geste esthétique, la carte. Tu crées une œuvre, et devant l'art, devant une œuvre d'art, tu ne vas pas comprendre avec ta raison. Tu vas recevoir des impressions. Et la carte, la contre-carte, elle relève aussi de ça. Elle véhicule à son corps défendant quelque chose du commun de nos expériences. Et l'art, c'est beaucoup de commun et un peu de divergence. Je pense à l'art abstrait. Vous aurez toujours quelque chose qui vous raccroche à vos expériences et à votre bagage humain. Et la carte, c'est pareil. Devant des cartes en tissu, vous ne comprendrez pas de prime abord, mais vous pourrez vous émouvoir de leur beauté, de
Là, ce qui est à l'écran, c'est pas. Si, on peut s'en servir aussi. En 42, c'est une carte. Donc, elle est mathématique, celle-là. Hein. Elle est concentrée sur 2 points, le pôle sud et quelque chose près du Groenland, je crois. Et c'est une carte de l'Antarctique fait par un océanographe, Spielhaus, en 42. Et qu'est-ce qu'il montre? Une nouvelle image du monde, c'est-à-dire que le monde peut ressembler à ça si vous vous intéressez à l'océan de l'Antarctique. Carte très utile parce que vous pourrez y positionner des bases navales pour faire la guerre à vos voisins, mais ça nous perturbe totalement. Pourtant, elle repose sur des données mathématiques, mais c'est une autre façon de représenter le monde. Et ça en devient beau quelque part, ça nous perturbe et on a envie de regarder et forcément on va regarder et se dire zut alors, je n'ai jamais vu le monde comme ça et pourtant c'est une autre façon de le représenter. Et la carte, à partir du moment où elle ne prétend plus être analogique, elle véhicule tout ça. Après vous avez des choses certainement plus parlantes au niveau du graphisme, mais oui, ce sont toutes ces cartes faites à la main par des gens qui n'en ont pas l'habitude. Peut-être les derniers exemples du PowerPoint. Oui, continue. Voilà, celle-ci. Merci. Ça, c'est la carte d'une personne en migration. Elle a migré depuis l'Afghanistan jusqu'en France. Alors la migration, il faut savoir que généralement, ça dure plusieurs années. Parce que les gens sont refoulés et reviennent parce qu'elles n'ont pas le choix. Et ça, c'est une carte collective avec des gommettes, faite avec des gommettes. Donc, des migrantes et migrants se sont mises avec des chercheuses, Sarah Mekjian, Anne-Laure Milatsari, sur un papier et on fait la carte de leur migration. Et ça, c'est la carte d'une personne. Et les gommettes, chaque gommette représente une intensité de ressenti. Donc en rouge, si je ne m'abuse, c'est le danger. Donc plus la gommette est grande, plus le danger est important. Et ça a l'air très simple. Et on s'imagine qu'un enfant de maternelle peut faire ça. Pas de cette façon, on ne collera pas les gommettes comme ça. Mais oui, peu importe l'outil. Et cette carte en devient belle de simplicité, mais si vous revenez justement à Kandinsky, à Paul Klee, à Lisitzky qui essaie de définir les règles du graphisme, là on a des lignes, des points sur un plan. Et on revient à ça, regardez des œuvres de Paul Klee et on n'en est pas très loin. Sauf que là, on a un message, c'est-à-dire voilà ma route, voilà ce qu'elle a représenté pour moi. On n'est pas dans la flèche Frontex, on est dans des expériences vécues. Et vous avez en dessous, elle est déclinée en pâte à modeler aussi, et à côté en tissu. Donc tout est possible et on touche à l'art. Quelque part, quand je dis mais il faut qu'on réapprenne ou qu'on apprenne, parce qu'on ne l'a peut-être pas fait à l'école, à dessiner sur un plan. Alors je reviens toujours à Joseph Beuys, cet artiste fou qui disait mais nous sommes tous des artistes et ensemble on peut faire une œuvre collective, sociale, une sculpture sociale. Et lui, il était convaincu qu'on pouvait transformer la société par l'art. Je pense qu'on peut la transformer par la carte. C'est bien ça. C'est fort. De toute manière, on peut continuer à discuter de façon plus informelle le temps de ranger, de tout ça. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci beaucoup Neptis et Américo pour cette discussion, cette présentation. Et merci à TV Bruit. Et puis bonne soirée. Et j'ai rien cassé.